l'idéologie dominante, c'était le panarabisme. Le panarabisme emmené notamment par Nasser durant les années 50, au lendemain de la révolution de 1952, qui a fait tomber le roi Farouk, qui a amené au pouvoir ceux qui étaient appelés les officiers libres. Ces officiers libres ont mis en place une logique nationaliste, transnationale, puisqu'ils ont été les premiers, par exemple, à aider le FLN algérien au moment du début du déclenchement de la guerre d'Algérie. Ils ont commencé à aider, à soutenir un certain nombre de régimes arabes, et ils se sont évidemment rapprochés de Moscou, à l'époque de la guerre froide. Nous sommes en pleine guerre froide dans les années 50. Alors, les États-Unis et un certain nombre de pays occidentaux, dont la France d'ailleurs, ont cru bon de miser sur l'autre versant, c'est-à-dire pour contrebalancer ou pour fragiliser les nationalistes arabes, de miser un petit peu sur les régimes islamistes, à commencer par l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite a été véritablement instrumentée pour contrebalancer avec le régime de Nasser. Et pour ce faire, dès les années 60, 1961 très précisément, va se créer une institution qui va jouer un rôle très important dans la diffusion de la pensée islamiste et dans la réislamisation à la fois des pays musulmans et non musulmans, c'est la Ligue islamique mondiale. La Ligue islamique mondiale est une institution saoudienne dotée de plusieurs milliards de dollars et qui va avoir pour mission de financer des projets de diffusion du wahhabisme saoudien, wahhabisme, la doctrine officielle d'Arabie saoudite, si vous préférez le salafisme. Mais pour ce faire, comme ils n'ont pas les moyens humains, ils vont s'appuyer sur un autre courant idéologique, en l'occurrence les frères musulmans. La confrérie des frères musulmans, née en 1928, va être réprimée par Nasser dès les années 50, après l'avoir aidé à renverser le roi Farouk, et il y a eu une deuxième phase de répression durant les années 60. Durant les années 50 et durant les années 60, la plupart des leaders frères musulmans vont partir aux quatre coins du monde. D'abord, beaucoup dans le monde arabo-musulman, Arabie saoudite, Qatar, Émirats arabes unis, mais aussi pays du Maghreb après les processus de décolonisation, Tunisie, Maroc, Algérie, Libye, etc., au fur et à mesure. Ensuite, il y a eu un véritable déclin du nationalisme arabe à l'issue des deux guerres israélo-arabes, 1967 et 1973. 1973 s'est vécu comme une véritable humiliation. Par conséquent, le nationalisme arabe perd de sa légitimité. Et après la guerre de 73, ce qui va se passer, c'est que l'Arabie saoudite va décréter un embargo sur le pétrole et va donner cette impression que ce sont eux, les Saoudiens, qui vont véritablement sauver l'honneur du monde arabo-musulman. Et c'est ainsi que progressivement, le nationalisme va décliner et l'islamisme va prospérer. Et le tournant, ça va être l'année 1970. Parce que, d'un point de vue psychologique, même si les Iraniens sont des chiites, il était possible, de leur point de vue, de renverser un régime soutenu par une grande puissance, un régime fort avec des services de renseignement et une police politique extrêmement puissante, la Savate, à l'époque, en Iran. Le régime iranien va tomber, poussé à l'exil, le Shah poussé à l'exil, et les dignitaires du régime obligés de partir également, et pour les autres, réprimés violemment, voire tués. Le régime des Mollahs va donner naissance à la première république islamique dans sa forme contemporaine, c'est-à-dire issue d'un militantisme, même si l'Arabie saoudite et les monarchies du Golfe sont des républiques islamiques, mais elles sont nées dans d'autres logiques, à la fois au début du XXe siècle, pour la plupart, et dans des constructions différentes. Alors, pour finir, 1979, année importante, parce que année aussi de l'invasion de l'Afghanistan, et là aussi les États-Unis vont miser sur l'Arabie saoudite et le Pakistan pour aider les Moudjahidines. Ce qui fait que l'islamisme va devenir une matrice idéologique du combat contre une puissance, en l'occurrence la puissance communiste, c'est-à-dire les soviétiques. Sachant que pour les islamistes, si les nationalistes étaient les alliés des communistes, les islamistes ont une détestation profonde pour le communisme parce qu'ils consacrent l'athéisme, et c'est une chose qui est évidemment inconcevable de leur point de vue. 1979 aussi, il y a sur le plan symbolique autre chose qui va impacter l'imaginaire collectif musulman, c'est la prise d'otage de la mer. En 1979, un groupe islamiste saoudien va prendre en otage des pèlerins musulmans. Et cela voulait dire quelque chose, là aussi, du point de vue symbolique, je le répète,
mais qui est d'une importance essentielle à mes yeux. C'est que plus personne, nulle part, ne serait à l'abri de la menace terroriste. Si, au sein même du lieu le plus sacré des musulmans, où il était interdit depuis 14 siècles de guerroyer et d'y verser du sang, des otages musulmans ont été tués et des tirs ont été échangés, c'est que plus personne nulle part ne pouvait être à l'abri, aucun lieu ne pouvait être à l'abri. C'est comme ça qu'il fallait le comprendre. En Europe, il y a eu, pas très loin de chez nous, à Bruxelles, un deal entre le roi Ben Baudouin et le roi d'Arabie Saoudite pour la construction d'une mosquée qui est devenue un centre de diffusion du salafisme en Europe. C'est ce que les Belges appellent la mosquée du 50. Il a été financé par l'Arabie Saoudite et notamment la Ligue islamique mondiale. Donc la Ligue islamique mondiale et les frères musulmans vont diffuser à partir des années 60 et 70 sur le français, qui va prendre progressivement. Les enseignants, par exemple, les frères musulmans vont être envoyés dans des pays fraîchement indépendants, je pense à l'Algérie, j'étais témoin, puisque certains de mes contemporains, les gens de ma génération, ont été endoctrinés par des enseignants islamistes venus d'Égypte, de Jordanie, de Syrie, etc. Et ce sont véritablement eux qui ont introduit cette pensée islamiste dans la société algérienne. Ils étaient venus comme des coopérants au départ, et au fur et à mesure, ils ont diffusé de façon très insidieuse leur doctrine. Et donc la réislamisation a commencé comme ça. C'est-à-dire que des femmes qui ne portaient pas le voile dans les années 70, on a commencé à les culpabiliser. Quoi, tu es musulmane, tu ne portes pas le voile, c'est que tu es mauvaise musulmane, tu iras en enfer, tu es le déshonneur de ta famille, etc., etc. Des regards inquisiteurs ont commencé à se poser sur les femmes et les jeunes femmes, sans oublier que de l'agressivité. Il y avait une époque où on pouvait jeter de l'acide sur le visage des femmes non voilées. Ça s'est passé ça a commencé notamment, c'est une pratique qui avait commencé en Afghanistan avec la montée des islamistes. Pardon, je dis n'importe quoi. C'est effacer ce que je viens de dire. Ça a commencé en Afghanistan avec la montée de l'islamisme afghan. Pakistan, c'est un peu technique, c'est pas la même chose. Et c'est une pratique qui s'est répandue par la suite. Donc, c'est dire que cette réislamisation obéit aussi, c'est pour ça qu'il faut, je vous demande vraiment de rentrer dans la nuance, peut dire tout le monde bombe le torse devant Mouloud, Boucher, qui vend du halal et qui revendique machin, mais qui est un compatriote par ailleurs, et qu'il faut peut-être travailler avec lui et sur lui ce qu'il porte, tout en le réprimant quand il le faut. Mais pendant des années, j'ai vu tous ceux qui en veulent à Mouloud, le Boucher, qui est à côté, s'écraser devant des dignitaires saoudiens, qataris et j'en passe, et qui étaient véritablement les sponsors de la pensée islamique. C'est toute l'hypocrisie aussi de beaucoup de responsables, de journalistes, de commentateurs, etc. De dire, on a beau, bien sûr, je suis le premier à tenir un discours extrêmement ferme contre toutes les attitudes qui sont à mes yeux contraires à l'esprit et à la règle de la République, mais il faut savoir raison garder, il faut surtout être honnête. Ce n'est pas les jeunes des quartiers qui se sont formés tout seuls à ces idéologies détestables. C'est aussi les liens contre nature que nous avons tissés. Dans ce livre, enfin, et pardon, je finirai par ça, parce que c'est un sujet qui est pour moi central. Nous sommes obligés, en tant que démocratie, je parle surtout de nos dirigeants, à régler un nœud gordien. Vraiment une équation à soulever. Et sérieusement, ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche, ni personne n'arrive aujourd'hui à régler cette question centrale, qui est assez inédite. Et vous allez comprendre pourquoi j'insiste. Elle est très rare, c'est pour ça que c'est pas pour entretenir le suspense. Nous avons des alliés stratégiques, économiques, et des partenaires avec lesquels on commerce, avec lesquels on entretient notre influence sur certaines régions du monde. Et ce sont de vrais partenaires sur plusieurs sujets, qui sont en même temps les sponsors de nos amis d'intérêt. Allez régler cette équation. C'est-à-dire, l'Arabie Saoudite, depuis plusieurs années, est un allié indiscutable des États-Unis, mais aussi notamment de la France,
le Qatar, la Turquie et clairement l'OTAN, ces pays qui sont des partenaires sont aussi, d'une certaine façon, les sponsors de nos ennemis, voire parfois eux-mêmes nos ennemis. Donc cette ambivalence dans les relations internationales est extrêmement complexe à résoudre. C'est-à-dire qu'il y a toujours des arbitrages entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères. À un moment donné, il faut arbitrer. C'est-à-dire quand vous avez longtemps, et sous différents gouvernements, sous différents chefs d'État, de droite comme de gauche, des émissaires qataris, saoudiens, venaient sans qu'ils ne soient inscrits dans l'agenda officiel. C'est-à-dire qu'on n'assumait pas de les rencontrer, mais pour les intérêts stratégiques de la France, il fallait les rencontrer. Mais on n'assumait pas auprès de son opinion publique de les rencontrer. Donc on les rencontre ou on discute avec eux discrètement. Ce n'est pas pour jeter la pierre, parce que le sujet n'est pas simple. On ne peut pas être un chef d'État sérieux en disant bon, allez, on va rompre nos relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, etc. Oui, on va faire la guerre à tout le monde, on est tellement puissant, on a 25 porte-avions, on a toute la société française qui est capable demain de prendre les armes, c'est connu, de faire une suivi, de voir ses enfants rentrer dans le cercueil, c'est connu. Bon. Pas de sérieux. Je veux dire, on ne va pas rompre nos relations diplomatiques avec le monde entier, surtout que nous avons sur le plan international des pays qui nous voyons, qui ne sont pas sérieux, qui sont sur d'autres dynamiques, la Russie, la Chine, et j'en passe. Donc, nous sommes obligés de garder notre influence et de garder un certain lien avec des partenaires qui ne sont pas respectables, qui ne partagent pas les mêmes valeurs, et qui sont en plus de ça les sponsors financiers de ceux qui nous à l'intérieur. J'ai appelé un certain nombre de candidats sérieux à essayer de réfléchir parce qu'on doit réfléchir collectivement à régler ce problème. Voilà donc, oui. Une minute, parce que là on a plus de temps, il faut qu'il y ait oui, nous a présenté Insécurité intérieure, terrorisme islamiste, la menace permanente aux éditions Éric Premier. La question peut-être que vous pouvez lui poser avec, parce que maintenant il est préparé. Allez-y. En vitesse, vous oui. vous demandez comment le gouvernement algérien et l'islam de France interprètent les efforts du président Macron de regret de ce qui s'est passé en Algérie ou avec les harkis, etc. Et après, que penser de la politique d'Israël d'ouvrir avec le Maroc, l'Arabie Saoudite, Dubaï, des nouvelles perspectives de commerce, etc. Bon, voilà. Mais là, c'est trop long. Oui, non, Très vite. Oui. Très vite. Je n'accorde pas beaucoup d'intérêt à ce que peuvent dire ou faire le gouvernement algérien, parce que je considère que c'est un gouvernement sérieux, et surtout par rapport à la France, il instrumentalise la question mémorielle, il instrumentalise l'histoire, etc., à des fins de politique intérieure. Donc, si vous voulez, le gouvernement algérien, ce qu'il peut dire, c'est ça n'a à mes yeux aucune fiabilité, aucun sérieux. S'agissant des relations, ce qui a été appelé le deal du siècle, etc., là aussi, on a utilisé l'émotion, on l'a instrumentalisé. Je ne pense pas qu'on puisse véritablement parler. Alors oui, évidemment, c'est des États qui ont raison. Moi, je suis pour une normalisation avec Israël, ça ne pose pas de problème. Mais présenter ça comme un deal du siècle, sans que dans ce deal soient impliqués les principaux protagonistes, c'est-à-dire ceux qui sont à l'origine de l'affaire, en l'occurrence les Palestiniens, le deal n'est pas sérieux. Le deal ne peut pas passer à travers, là aussi, quelque chose qui est totalement ambivalent et hypocrite dans plusieurs pays arabo-musulmans, c'est qu'on ne peut pas laisser prospérer une pensée antisémite d'un côté et aller normaliser ses relations avec Israël de l'autre. C'est-à-dire faire en sorte à faire plaisir aux islamistes ou aux composantes islamistes dans chaque gouvernement. Dans le gouvernement marocain, il y a cette part islamiste. La laisser prospérer à l'intérieur et diffuser des pensées détestables, et surtout l'antisémitisme de façon directe ou indirecte. On connaît le côté pernicieux Vous cherchez ces pensées détestables, et de l'autre côté, tisser des liens d'amitié. Moi, en tout cas, soit dans ma vie personnelle ou dans mes principes que je défends, l'amitié,
quand c'est de l'amitié, C'est c'est de l'amitié. 2021. Après, les États ont d'autres. Mais en tout cas, ma conception, c'est quand on est ami avec un État, on l'est vraiment, ou on l'est pas. Si on l'est vraiment, il faut l'être complètement, totalement, entièrement et sérieusement. Et de ce point de vue, beaucoup de pays arabes qui ont tissé des liens avec Israël sont des liens, oui, ok, peut-être commerciaux, mais en même temps, on voit bien qu'ils font souvent le minimum pour lutter contre le phénomène, ou en tout cas le fléau antisémite. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre attention. Nous sommes et nous discussion en